que le tribunal de l'Inquisition avait puni l'hérétique Verlaine Urbain pour avoir osé, comme on le disait dans notre émission en direct précédente, osé poser la question de la pertinence de l'Evras, de la manière dont il le présente au gouvernement. Nous en oublions que ce genre d'association, Innocents sans danger, est né sur autre chose que les fondements de l'Evras et avait une activité, a toujours une activité euh, capitale, essentielle, qui est beaucoup plus axée sur la question des violences sexuelles dont va nous parler Verlaine Urbain, qu'on retrouve une seconde fois pour... voilà, parce que c'est ça aussi, Verlaine, le gouvernement, les médias accusent, stigmatisent, ostracisent, mettent au banc, mais en fin de compte, on en oublie, je veux dire, les gens en oublient par là même l'intérêt de leur activité et à quel point elle sert le bien commun. Oui, Bonjour Verlaine. oui, bonjour et merci de me recevoir à nouveau. Oui, donc en fait, à la base, avant de travailler pour les enjeux de l'Evras, eh bien, on s'est spécialisé dans la problématique des violences sexuelles sur enfants par rapport à des dysfonctionnements institutionnels. Et donc, je vais commencer par la chose la plus difficile à croire, et après on va expliquer, on va donner plus d'infos là-dessus. En fait, qu'est-ce qui se passe et donc je parle toujours, pour être précis, je parle bien de nos dossiers, je ne fais pas de généralité, je ne dis pas que toutes les prises en charge des enfants victimes de violences sexuelles se passent mal, hein. Mais en tout cas, dans nos dossiers, ce qu'il se passe, c'est en deux mots, on a en fait, c'est essentiellement des mères, ça arrive aussi au père, mais dans nos dossiers, c'est essentiellement des mères, qui à un moment donné euh, font un signalement dans les institutions de protection des enfants. Souvent il Bah, s'agit, service d'aide à la tout jeunesse. à fait, tout à fait. Généralement, c'est ça, c'est là la première porte d'entrée, parce qu'il y a des suspicions de maltraitance sexuelle sur l'enfant commises par le père. Et en fait, en moins d'un an, on voit la situation se retourner, s'inverser. C'est la mère qui en fait est condamnée pour avoir manipulé ou instrumentalisé l'enfant pour faire du tort au père. Et la mère perd la garde de l'enfant. L'enfant est envoyé soit chez le père ou alors est envoyé en Alors c'est institution. très dur de distinguer tout cela. Il y a toute une équipe normalement qui se met en place parce qu'il y a véritablement des cas d'instrumentalisation de la part, dans ce cas dont on parle de la maman, pour euh, euh, punir, je veux dire, en tout cas, qui vise à nuire au père. Donc c'est toujours dur de faire la part des C'est pas choses. évident, c'est pas évident. Après, Mais les dossiers dont tu parles, c'est des je dossiers peux, avec médecins. voilà, en fait, c'est ça. Je peux vraiment valider, parce que comment on fait pour travailler quand une mère nous témoigne de son problème? Eh bien, nous, on exige l'entièreté des documents liés à son parcours institutionnel. Et on analyse tout. Et donc, c'est un travail conséquent, et c'est pour ça qu'on n'a pas non plus encadré des centaines de bénéficiaires. On a encadré une vingtaine de bénéficiaires, et après, on travaille avec d'autres une fois par an, comme ça, ou des petits coups de fil. Mais sinon, eh bien, quand on analyse tout le dossier, à chaque fois, il y a des constantes. Et donc, on a en moyenne 3 à 4 professionnels qui interviennent et qui étayent les violences sexuelles sur l'enfant. Ça, c'est une chose. Et en parallèle, il n'y a pas, en fait, dans les dossiers, d'éléments qui va objectiver que la mère est toxique. Il y a uniquement, en fait, des impressions personnelles d'intervenants psychosociaux, des théories basées sur rien de concret. Et c'est ce qui, dans les grandes lignes, explique comment une mère perd la garde de l'enfant. Alors, donc, il faut bien, je sais bien ce que je dis là est difficile à entendre. Et donc, moi-même, ça fait 10 ans que je m'intéresse à la problématique des violences sexuelles sur enfants. Toi-même, tu avais Et du mal à l'entendre au oui, début. moi-même, j'étais très dubitatif et c'est normal. En fait, on ne peut pas se dire, voilà, des institutions spécialisées dans la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles commenceraient à faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et en fait, quand même,
pour qu'on puisse un peu mettre des éléments, on va dire, plus scientifiques pour rendre audible cette réalité. En fait, comment moi j'en suis arrivé là, c'est que il y a environ 10 ans, je me suis intéressé d'abord à tout ce qui était trafic d'enfants. Donc je fais partie de ceux qui ont étudié l'affaire du trou et les dossiers connexes à l'affaire du trou. En étudiant ça, eh bien, je me suis retrouvé à Tu t'es rendu avoir... compte que c'était pas juste l'affaire du trou, Non, c'était... non, non, ça, c'est un long sujet, mais Ouais. effectivement, je me suis rendu compte de ça et j'ai compris beaucoup de choses sur d'ailleurs le fonctionnement de notre système et que d'ailleurs je passe directement à la conclusion par rapport au dossier du trou que clairement j'ai compris que l'État belge pouvait complètement piétiner et bafouer les droits des enfants dans ce contexte-là. Et en fait, ça m'a amené après à m'intéresser au dossier Sanford qui a fait l'objet d'un documentaire de Carl Zero qui s'appelle Le fichier de la honte, le dossier Zandvoort, qui, en 2 mots, explique c'est d'ailleurs un Flamand, hein, Marcel Vervloezem, qui a découvert un réseau pédocriminel et il a réussi à avoir des CD-ROM qui reprenaient plus de 400 000 fichiers d'enfants, désolé, hein, violés et Mhm, torturés. mhm, mhm. Et donc, il n'y a pas eu d'enquête. Et c'est comme ça qu'en fait, un rapporteur de l'ONU a été à Interpol dans les années 2000 pour demander à Interpol pourquoi il n'y a pas d'enquête. 400 000 Et fichiers, pas d'enquête. voilà, et d'ailleurs, Interpol, donc il a fait hein, ce rapport-là, je ne le sors pas de ma poche, il est sur notre site internet, vous pouvez aller voir dans l'onglet littérature, on l'a publié. Et donc le rapporteur de l'ONU, en fait, explique, juste pour finir justement sur l'affaire Zandvoort, eh bien que Interpol dit on a bien les CD-ROM en notre possession, mais on n'a pas donné l'ordre d'enquêter. Et donc ça Et s'arrête l'ordre, là. il est politique, normalement. Ou- Ah, clairement, clairement, clairement. Donc, Et donc il n'y a on a jamais eu même, de... on a même peut-être donné l'ordre de ne pas enquêter, mais ça, on ne le saura pas. Mais c'est incroyable. Donc, 400 000 fichiers avec des enfants reconnaissables, Tout à fait, tout à fait. violés, peut-être des meurtres aussi, et aucune enquête. Aucune enquête. Et donc, en fait, ce même rapporteur de l'ONU, eh bien, à ce moment-là, quand il a été à Interpol en France, il a été contacté par environ de mémoire 17 maires qui lui ont, à chaque fois, les maires donnaient un dossier conséquent et qui montraient aussi à chaque fois, en fait, qu'il y avait, que les violences sexuelles sur leur enfant étaient étayées par des professionnels. Et donc, il a fait un rapport, il a étudié la thématique et il a complété son rapport en expliquant qu'aujourd'hui, donc, ce rapport a été diffusé en 2003 ou en 2004. Et il explique en fait dans son rapport qu'il ne comprend pas le système judiciaire français parce qu'il se rend compte que des maires qui ont en fait pas mal, il y a un vrai faisceau d'indices qui montre que le père serait un prédateur et malgré ça la mère en fait est lourdement sanctionnée et perd la garde de l'enfant. Et il va très loin, il explique qu'il a même rencontré un juge qui lui expliquait que lui-même officieusement a déjà dit à des maires que le mieux était de quitter la France parce que le dysfonctionnement était tel qu'ils ne savaient rien faire. Et donc, suite à ça, donc moi j'étudie tout ça, et c'est là que je vois en fait qu'en France, on a de la littérature qui parle de ça. En France, en fait, les dysfonctionnements sont comme en Belgique. Le droit des enfants est bafoué comme en Belgique. C'est juste qu'au moins, il y a de la littérature. En Belgique, on n'en a Il n'y a pas. rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse être Parce que tout est, objectivé tout, par des parce professionnels, que, en fait. parce que tu te trouves en prison, donc il n'y a plus de problème. Alors, en fait, entre 2003 et aujourd'hui, il y a une série de professionnels qui ont pu mener des études scientifiques, qui ont pu alerter sur les dangers. Et on apprend d'ailleurs, grâce à Muriel Salmona, pardon, on apprend des chiffres très intéressants qui permettent justement d'objectiver ce qui se passe au niveau de la protection des enfants. Et donc, pour justement pouvoir se représenter la réalité au niveau des violences sexuelles dans ces études vraiment sur base statistique hein, menées par Ipsos, l'Institut Ipsos en France, eh bien, ils ont sorti des chiffres en disant l'échantillonnage était sur environ 540 victimes, maintenant qui sont adultes, et il en ressortait que de toutes ces victimes, seuls 12% avaient parlé en étant mineurs. Avaient parlé des violences sexuelles. Et parmi ces 12%, seuls 8% avaient été protégés. Elle dit aussi Ça fait dans une peur. autre étude que oui, ça permet en fait, de comprendre que 92% des enfants qui parlent ne sont pas protégés en fait.
par les institutions. Donc, oui, continue. Et donc, elle explique aussi qu'en France, eh bien, 0,3% des plaintes donnent lieu à une peine de prison pour viol. Et donc, ça veut dire que 0,3%. ouais, 3 dossiers sur 1000, en fait, eh bien, le prédateur prend pour viol. Parenthèse, ça veut aussi dire qu'on est en train de gesticuler en Belgique les gouvernements pour mettre en place l'EVRAS, hein, je rappelle pour les Français qui nous suivent, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, mettre de l'argent, former des gens, avec le gros risque que ça fasse effraction dans le psychisme de certains enfants qui n'ont pas besoin d'entendre parler de ça, alors que les vraies victimes, ceux qui sont vraiment, qui ont vraiment subi des violences sexuelles, elles sont totalement laissées pour compte, d'après ce que tu dis. Complètement, complètement. Selon encore Muriel Salmona, et là, ce qui est bien, c'est qu'en Belgique, on a le même chiffre. Qui est, parce que tu n'as pas Muriel Ah, Salmona. pardon, elle est reconnue comme spécialisée, comme psychiatre pour la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles. Ok, Et donc donc, elle est vraiment renommée elle connaît son domaine. Oui, oui, tout à fait. Elle a fait partie de la commission Civise en France, justement pour Muriel amener Salmona. ouais. Et elle, eh bien, et comme en Belgique, on a ce même chiffre, c'est parmi les victimes de violences sexuelles, eh bien, 83% des victimes de violences sexuelles sont des mineurs. Et ça montre en fait la gravité de la situation, que les viols, de manière générale, ça se passe ça concerne les enfants en fait. Et alors après, un dernier chiffre, et c'est juste pour Non, prendre, c'est important d'avoir. c'est justement pour avoir la réalité de ce milieu-là. Et donc, selon le Conseil de l'Europe, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. Un enfant sur Ouais, 5. ouais. C'est énorme. Moi-même, souvent, je dis serait victime de violences sexuelles, tellement que moi-même, je suis dans le déni par rapport à ça. Ça me choque à chaque fois d'imaginer ça. Mhm. Ok, du coup, moi j'étudie tous ces chiffres. Je vois, il y a Muriel Salmona, mais même donc il y a toutes des pointures hein, spécialisées dans les violences sexuelles sur enfants, Hélène Romano. On a même Ariane Biléran qui a coproduit un livre sur cette thématique et qui mentionne en France, en fait, ce qu'ils mettent dans le livre, c'est un très bon livre, ça s'appelle Danger en protection de l'enfance. Et donc ils expliquent vraiment très bien comment sous couvert du Bienveillant. syndrome de l'aliénation parentale. Donc c'est quoi? C'est un concept qui a été créé par Richard Gardner. Ce qui est malheureux, c'est qu'en plus, c'est un pédophile notoire. Et il a créé le concept d'aliénation parentale dont la définition originelle, c'est généralement ce sera plus des mères, lors de la séparation avec le père, eh bien inconsciemment, va induire chez l'enfant qu'il est victime par le père. Et en fait, cette théorie a complètement percolé en France et Oui, en qui pourrait Belgique. être vrai parfois, mais qui peut pas être Oui, généralisé. en fait, on a des études. Oui. Hein, Maurice Berger, qui a produit un livre aussi, lui, il est aussi renommé professeur d'université spécialisé dans le monde entier hein, par rapport à la problématique des violences sexuelles et à la prise en charge. Lui-même, je pense que ça s'appelle le livre blanc. euh, sur les violences sexuelles, eh bien, il mentionne qu'effectivement, il y a des études où on parle de 0,3% à 2% de mères qui sont réellement toxiques, qui n'ont aucune empathie vis-à-vis de leur enfant et qui n'hésitent pas à manipuler leur enfant pour faire du tort au père. Et c'est là où il faut bien faire la distinction, même si ça existe. Dans nos dossiers, on n'a pas ça. Dans nos dossiers, on a justement des éléments qui étayent les violences sexuelles sur l'enfant. Et donc la mère, en fait, même si elle manipulait, en fait, on s'en fiche. En fait, ici, on a une mère qui, de plein droit, peut en fait légitimement s'inquiéter du sort de son enfant dans ce contexte-là, puisque c'est même des professionnels extérieurs qui alertent le danger. Quels sont alors, parce que c'est en partant de cas particuliers qu'en fin de compte, tu te rends compte que, de nouveau, il y a, on va dire un euphémisme, des problèmes institutionnels. C'est plus que des problèmes, c'est structurel en fin de compte. Quels sont ces problèmes institutionnels? Comment on en arrive? Est-ce que c'est une société totalement bureaucratique où les décisions sont prises à plusieurs endroits, mais les acteurs ne se rencontrent jamais?
Est-ce que c'est un manque de compétences, de connaissances de ceux qui doivent donner des avis sur les enfants? Voilà. Est-ce que c'est un problème Hmm. je veux dire, juridique? Comment on en arrive à ce que des enfants victimes ne soient pas entendus En fait, c'est la question évidemment la plus complexe parce qu'il y a plusieurs éléments de réponse selon l'institution de prise en charge. En fait, quand moi j'ai étudié toute cette littérature, je me suis posé la question, mais tiens, qu'est-ce qui se passe en Belgique? Et donc j'ai pu rencontrer plusieurs mères sans que moi, à ce moment-là, que j'ai eu vraiment un bagage professionnel, j'avais juste des connaissances théoriques. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, j'étais obligé de me professionnaliser. Et c'est comme ça que j'ai fait un master en ingénierie action sociale et que j'ai clôturé en 2021. Heureusement qu'il y a action avant, hein. Ouais. Et donc, j'ai clôturé justement ce master avec un mémoire sur les dysfonctionnements institutionnels. Et donc, ça m'a permis en fait d'interviewer plus de 17 travailleurs sociaux qui interviennent du début de la procédure jusqu'au cabinet ministériel en fait. Et ce mémoire est vraiment intéressant parce qu'il permet justement d'objectiver, pas du point de vue de nos bénéficiaires, de ce que elles vivent, mais plutôt de ce que eux vivent et ce qui permet d'expliquer en fait ce qui ne va pas. Et donc il y a plusieurs éléments. Le premier, j'en ai brièvement parlé, c'est que les professionnels en fait sont de l'université, que ce soit en criminologie, en droit, assistants sociaux, en fait ils apprennent le concept de l'aliénation parentale. Et la manière dont même mon épouse, qui a fait le droit, avait été formée comme ça par Thierry Moreau, un grand avocat, hein, et qui l'approche, c'est méfiez-vous de ce que les enfants peuvent raconter. Et ça, c'est depuis l'affaire Outreau, de la fameuse affaire en France où on parle des enfants menteurs. C'est trop long à expliquer, mais ils ont certainement pas menti Mhm, dans, mhm. dans, dans, cette- dans ce drame. Et la deuxième chose, c'est attention à l'aliénation parentale. Et en fait, ils sont véritablement formés à avoir comme grille de lecture que si on ne voit pas le père qui a l'air d'un prédateur, eh bien forcément, alors c'est que c'est la mère qui instrumentalise l'enfant pour faire du tort au père. Ouais, si le type présente bien, bien habillé, parle bien, ils peuvent se faire complètement embobiner et se dire c'est pas possible que cet homme abuse de ses enfants. En tout Et en cas, plus, c'est souvent des manipulateurs. il y a effectivement un biais, il y a un vrai biais cognitif en fait, parce que, et c'est un élément de réponse, le milieu professionnel qui prennent des enfants en charge ne sont pas forcément formés dans tout ce qui concerne la traumatologie et le développement de l'enfant. Et donc, en fait, ils se basent sur, un, leur parcours personnel, et deux, sur des théories comme l'aliénation parentale. Et alors, ça donne des drames. Alors, il y a un autre élément qui vient exacerber ce phénomène, c'est la fameuse vérité judiciaire. Et donc ça, c'est en interviewant une juge, justement en droit de la jeunesse, qui m'expliquait que le problème dans ce milieu, c'est que quand le dossier va au pénal, le pénal, en fait, s'en fout complètement de savoir si l'enfant est victime ou pas. L'objectif, la mission du pénal, c'est de voir si le père est coupable ou non. Et s'il n'est pas coupable, parce qu'il n'y a pas, il y a une absence d'éléments qui peut le prouver, eh bien, ça fait l'objet d'un non-lieu. Et le problème, c'est ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Donc, à nouveau, hein, il faut être bien, je suis prudent, hein, donc je ne fais pas de généralité. Je ne dis pas que tout dysfonctionne et que tous les travailleurs sociaux ne sont pas formés là-dedans. Mais dans nos dossiers, force est de constater que quand ça fait l'objet d'un non-lieu, eh bien, pour les travailleurs sociaux, et c'est justement recoupé avec ce que la juge m'expliquait, c'est que dans la manière de fonctionner, c'est OK, il y a un non-lieu, mais ça veut dire qu'il n'est pas coupable. S'il n'est pas coupable, c'est qu'il est innocent. S'il est innocent, c'est que c'est la mère qui instrumentalise l'enfant pour faire du tort au père. Donc, ça fait deux éléments de réponse, et le troisième, c'est le déni. Il faut bien se rendre compte que de penser qu'un père qui présente bien, qui a vraiment les bons mots justement pour rassurer en disant qu'il fait tout pour son ex-femme, pour son enfant, etc., eh bien c'est extrêmement difficile pour les intervenants psychosociaux de penser au pire en fait. Et c'est ce qui permet dans les grandes lignes d'expliquer comment aujourd'hui
des enfants sont renvoyés chez le père ou des enfants sont renvoyés en institution parce que parfois les Oui, qui sont prévus. institutions en fait ne considèrent pas que l'enfant est victime de violences sexuelles, mais ils considèrent qu'il y a un conflit parental exacerbé. Toujours exacerbé par la mère, mais quand même conflit parental, et que du coup ils disent que l'enfant n'est pas bien ni chez le père ni chez la mère, à ce moment-là ils Ouais, l'envoient en donc, institution. Et de manière générale, le père a quand même un droit de visite plus élevé que la mère. et pour revenir avant, là, au niveau pénal, certains diront, bah oui, mais s'ils arrivent à une décision de non-culpabilité, c'est qu'il n'est pas coupable. Mais là, tu veux dire qu'on peut très bien, au niveau pénal, arriver à innocenter le père alors qu'il est coupable. Oui, bien sûr, c'est ce que justement la juge disait, c'est pas parce que on met en avant la présomption d'innocence pour une absence de preuve que en fait il n'est pas le prédateur. En fait, il est très difficile quand un enfant, tous nos dossiers concernent des enfants entre 3 et 7 ans en moyenne. Il est extrêmement difficile quand ce sont des attouchements et qu'il n'y a pas eu pénétration, d'aller prouver qu'il y a bien eu violence. Et en fait, nous, quand en fait on connaît bien tout ce qui concerne la traumatologie, en fait, on sait le prouver. C'est juste que pour le pénal, dans leur manière de fonctionner aujourd'hui, ce n'est pas suffisant de dire parce qu'il a été traumatisé, parce qu'il a des conséquences post-traumatiques, parce qu'il a parlé et qu'il a mentionné son père. Ce n'est pas suffisant pour prouver que c'est bien le père. Et donc, c'est comme ça qu'on a une absence de preuves et qu'il y a un non-lieu. Le non-lieu ne veut pas dire qu'il n'est pas l'auteur des faits. Mais dans la prise en charge multidisciplinaire d'un enfant comme ça, de son entourage, on peut facilement faire la distinction entre une instrumentalisation par la mère, ou le père, mais disons dans ce cas-là, et d'une véritable situation de violence sexuelle sur enfant par le père. Alors, compte tenu dans nos dossiers, le- alors moi, donc ça c'est ce que je crois, hein, donc je n'ai pas plus de données là-dessus, mais je pense qu'une mère, dans la littérature, on explique que les mères qui instrumentalisent leur enfant et qu'on sait le prouver, eh bien on voit toutes des caractéristiques comme une absence totale d'empathie. Ça Mhm. veut dire que quand en fait on va faire un bilan psychologique de la mère, en fait on voit que la mère elle a aucune émotion, elle a aucune sensibilité pour son enfant, etc. Euh, dans nos dossiers, euh, comment ça fonctionne? C'est plutôt euh, quand je vais décrire un peu le schéma type de nos bénéficiaires. Donc la forme peut varier selon nos bénéficiaires, mais dans le fond, les conclusions sont toujours les mêmes. Et donc on a évoqué tout à l'heure le SAJ. Par On exemple, peut mettre oui, on peut, l'organigramme. oui, tout à fait, tout à fait. Donc on a le Donc, SAJ, donc il y a le service d'aide à la jeunesse. Donc c'est un service en fait d'aide volontaire. c'est le premier intervenant. Par C'est le exemple, dans premier un centre intervenant. psychomédico-social, dans une école, s'il y a un problème avec un enfant, où on suspecte que ça pourrait devoir, qu'on devrait recourir à la justice, on prévient le SAJ. Tout à fait. Et en fait, d'ailleurs, dans nos dossiers, c'est pas nécessairement la mère qui ouvre le dossier au SAJ. Ça peut très bien être un médecin, ça peut très bien être une puéricultrice, on a aussi ça, qui vont en fait eux-mêmes faire le signalement. Et une fois que le signalement, la machine est lancée, et ce qu'on retrouve dans tous nos dossiers, c'est que le dossier en fait va rapidement monter au Un SPJ. SPJ qui, là, est contraint, c'est un Oui, service, c'est une aide contrainte. En fait, à ce ça moment-là, fait partie de la justice. tout à fait. En fait, à ce moment-là, on a un juge de la jeunesse qui va missionner le SPJ pour protéger l'enfant. Et donc, il faut déjà savoir que quand le SAJ veut faire remonter le dossier au SPJ, c'est pas parce qu'il y a des suspicions de maltraitance sexuelle sur l'enfant. C'est généralement parce que le père ou la mère ne veut plus collaborer avec le SAJ. Et dans certains de nos dossiers, c'est parce qu'en fait, la mère ne veut plus remettre l'enfant chez le père, suite justement à un signalement du médecin ou on a par exemple on a aussi des dossiers où il y a des vraies preuves, mais qui ne sont pas pris en compte par le service d'aide à la jeunesse, où on a par exemple un rapport
rapport médico-légal qui mentionne une ouverture de l'hymen de la petite qui a 5 ans. Et donc, il peut prouver qu'il y a eu violence. On a parfois une psychomotricienne qui va en fait, sans que la mère n'ait rien fait, va en fait suivre les enfants pendant 2 ans et au bout de plusieurs séances va en fait témoigner de ce que les enfants racontent. Et donc on a des témoignages très précis de ce qu'ils vivent avec le père. Mhm. Et donc c'est ça qui est le premier dysfonctionnement, c'est que le SAJ, en fait, pour eux, voit une absence de collaboration avec la mère et fait remonter le dossier, pas pour les suspicions, mais pour déjà les prémices d'une forme d'aliénation parentale d'une mère qui ne collabore pas et qui veut garder son enfant pour elle. On arrive chez le juge de la jeunesse. Le juge de la jeunesse, et là, il réagit généralement très bien. Il va en fait, il va être humble. Il va dire, bon, moi, j'en sais rien de ce qui se passe avec l'enfant. On va en fait objectiver les faits. Et donc, à ce moment-là, on va envoyer l'enfant, par exemple, faire un bilan psychologique chez SOS Enfants. Donc, c'est une institution spécialisée, justement, de prise en charge des enfants victimes de toute forme de violence, et notamment des violences sexuelles. Et là, c'est là que je peux donner un exemple de, qui est en lien directement avec ce fameux concept d'aliénation parentale. J'ai un dossier où, en fait, à la base, le père s'était enfoui 3 ans auparavant en Italie parce que il a été inquiété par la justice parce qu'il était violent avec les enfants et le gamin avait le lobe de l'oreille un peu déchiré et là il commençait à y avoir trop d'éléments factuels et il s'est tiré. Et 3 ans plus tard, en fait, les enfants ont commencé à expliquer à leur mère les violences sexuelles qu'ils vivaient avec le père. Et donc la mère panique, va chez leur psychologue, la psychologue fait un rapport en disant ce qu'ils expliquent est complètement fou et tout Ça tient peut la pas être route. inventé. Tout tient la route. Et donc elle panique aussi. Elle dit mais il faut voir SOS Enfants. Elle va envoyer les enfants dans le service ambulatoire où ils restent plusieurs jours. Et là, elle a un coup de fil de chez SOS Enfants qui l'intervenante lui promet que les enfants vont retourner chez le père. Et en fait, la mère, elle comprend pas ce qui se passe, elle tombe des nues, elle a droit à un moment de visite avec ses 2 enfants dans le couloir de l'hôpital, et elle enregistre la conversation, elle me l'a envoyée. Et donc, c'est ce jour-là que moi-même, quand j'avais ce discours de dire, voilà, il y a on met en fait en avant l'aliénation parentale, et c'est ce qui cause en fait la perte de la garde de l'enfant pour la mère, etc. C'est ce jour-là, en écoutant cet enregistrement, que j'étais convaincu. Et C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y en a dans fait la mère, elle demande à son garçon, qui a environ 9 ans, elle lui demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Et l'enfant dit, voilà, je parlais avec la madame, je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé avec mon père. Et la madame, elle m'a dit que tout ça, c'était faux, que en fait, c'est ta maman qui était pas contente sur ton papa, et donc, comme elle est fâchée, elle a inventé tout ça. Et donc, la mère lui demandait, elle lui dit direct, est-ce que j'ai inventé tout ça? Et donc, l'enfant, il répond, non, non, je veux retourner chez ma psychologue, donc la première que j'avais évoquée. Et il explique que, donc la mère lui demande, mais pourquoi t'as pas insisté? Et l'enfant, il répond, parce que j'avais peur. Et ça, ce retour-là, je l'ai eu beaucoup de fois des mères qui expliquent que quand leur enfant parle de violences sexuelles dans ces services-là, eh bien que ces enfants sont confrontés à l'adulte pour prouver, ils doivent prouver en fait à l'adulte qu'ils ont raison. Et donc c'est ce qui permet en fait d'expliquer qu'il y a certaines pratiques dans le milieu professionnel qui créent de véritables biais dans la manière de prendre en charge les enfants et qui causent des dysfonctionnements graves. Et puis dans ce cas-là, ils auraient pu mener une enquête avec la justice italienne et
interroger le père là-bas. Je veux dire, il y a des choses à faire, quoi, pour... Eh bien, on pourra franchement se revoir parce que ce dossier est complètement problématique. Et là, pour la première fois, l'avocat de la bénéficiaire est en train de se demander si la justice italienne ne serait pas plus compétente vu les dysfonctionnements systémiques qu'il y a dans ce dossier. Au niveau de la justice belge aussi, quoi. De la justice belge, tout à fait. Donc, on a un SOS enfant, et donc à nouveau, hein, je dis bien, c'est dans nos dossiers. Je dis pas que tous les antennes SOS enfants dysfonctionnent complètement. Et d'ailleurs, en parlant de dysfonctionnement, c'est pas moi qui le dis, ça c'est un rapport de Aurore Dachy, criminologue, qui avait été financé par l'ONE et le fonds Hautemann, qui expliquait que dans ce rapport qui a fait l'objet de 3 ans de recherche, ils expliquent dans ce rapport qu'il y a une disparité de coordination de prise en charge des enfants dans toutes les antennes des SOS enfants, qui ne sont en fait plus du tout à jour au niveau de toutes les préconisations d'Amnesty International, parce qu'en fait, il y a un manque de formation, il y a des turnovers complets d'équipe, il y a des burn-out sans arrêt, et cette réalité, les services des SAJ, SPJ vivent exactement la même chose. Il y a de la littérature là-dessus. Et quand moi j'ai fait mes 17 entretiens, ils étaient les premiers à me l'expliquer. Les délégués des SAJ et SPJ expliquaient que pour en fait pouvoir répondre de manière de travailler avec qualité, il faut pouvoir prendre en charge 45 enfants. Et donc, il m'explique que de manière générale, il tourne entre 75 et 120 dossiers qui peuvent à chaque fois comporter 2-3 enfants. Et donc, il se retrouve parfois avec 400 enfants à prendre en charge, ce qui est en fait techniquement plus possible pour faire un travail sérieux. Donc, il n'y a pas nécessairement une volonté de défendre les parents qui font subir des violences sexuelles, je dirais, disons aussi les parents pédophiles. Il n'y a pas véritablement une volonté de défendre la pédophilie, de créer une sorte de contexte d'impunité en matière de pédophilie. En tout cas, pas dans les hautes, peut-être dans les hautes sphères, mais là, à ce niveau-là, c'est plus une question de nouveau bureaucratique et de surcharge liée au manque de moyens Et de formation. et de formation. Oui, parce qu'actuellement, on n'a pas d'éléments qui montreraient qu'il y a une officine qui fonctionne dans l'ombre pour contrebalancer ces dossiers. Par contre, on a dans quelques dossiers des défauts de graves. Où on peut voir qu'il y a quand même du copinage entre un procureur et le père, où on a par exemple parfois l'avocat de la partie adverse qui s'entend très très bien avec la déléguée. Et on a aussi dans 2 cas, dans 2 situations, on a un, un responsable, un directeur du SPJ qui déroge complètement à la mission que le juge lui a donnée. Et donc, c'est des situations gravissimes. Mais sinon, pour le restant des dossiers, de manière générale, il y a vraiment, je pense que les délégués veulent vraiment bien faire leur travail, mais il manque de moyens, il manque de connaissances, ce qui crée des drames. Et ils sont, en fait, souvent, en fait, les SAJ, SPJ sont complètement sous le viseur de toutes les institutions. Et ils sont, en fait, c'est eux qui sont finalement le centre pour récolter les informations des autres institutions, et puis ils le renvoient, ils sont les yeux et les oreilles, qu'on dit, du juge. Et donc, quand ils récoltent ces informations de chez SOS Enfants, d'un espace rencontre par enfant, eh bien après, eux valident, et puis ils envoient ça au juge, et le juge revalide, et c'est comme ça que le drame arrive, et que la mère est détruite en perdant, et l'enfant d'autant plus détruit et renvoyé chez le père ou en institution. Et quelle solution tu vois à ce problème structurel Alors en fait, nous, dans dont les... on ne parle pas de nouveau, hein, je veux dire, dans les médias ou ailleurs, on Ah n'entend pas non, beaucoup. non, non. Tout va très bien. En fait, ce qu'on peut quand même reconnaître, et on peut leur laisser ça, il faut pouvoir dire quand il y a des choses Il positives. faut le dire. On a quand même Anne-Cécile Huard qui a fait un documentaire et qui a été diffusé sur les RTBF.
et qui a mis des mots sur ces dysfonctionnements. Et donc, on a même une de nos bénéficiaires qui apparaît dans ce documentaire. D'ailleurs, c'est l'interview la plus dramatique de toutes les interviews. Et ça a très, très vite été tout fait. Très, très vite. Ça veut dire que ce documentaire, en fait, a fait l'objet de pression par l'administration générale de l'aide à la jeunesse. Comment tu Donc, l'expliques? ah ben, à nouveau, à partir du moment en fait où on, on met en lumière un dysfonctionnement qui en fait dérange l'ordre public mis en place, on étouffe. On étouffe. Ici, moi, à la base, j'avais essayé de prendre contact avec la direction de tous les SAJ-SPJ. J'ai eu une réunion qui s'est extrêmement mal passée. Je me suis fait mais, incendier. J'ai essayé d'avoir le langage le plus gentil, pour expliquer qu'il y a des enfants qui sont mis en danger. Eh bien, j'ai été mais, traité mais, vraiment très très mal. On m'a comparé, ils m'ont comparé à un maquereau. En me disant que j'avais le droit d'accompagner des mères au SAJ-SPJ, mais comme quand un macro va avec la prostituée, eh bien, ils peuvent quand même se donner le droit de refuser. Donc c'était très violent comme échange. J'ai bien compris que j'avais aucune chance. J'ai compris aussi que d'autres institutions avaient déjà essayé d'ouvrir le dialogue sur d'autres dysfonctionnements et que c'était très difficile de dialoguer avec eux. Et à ce moment-là, on a eu quand même une super opportunité. C'est en fait ce dysfonctionnement qui normalement doit gérer ça. Normalement, c'est le délégué général aux droits de l'enfant. Et lui, en fait, c'est lui qu'on appelle quand, si par exemple il y a des violences dans une institution d'enfants placés par le juge, eh bien c'est lui qu'il faut contacter pour mettre des mots dessus et donc il a un pouvoir d'interpellation. Tout ce qui dysfonctionne lié aux enfants, lié aux droits des enfants, c'est lui qu'on appelle. Et Et donc j'ai eu, en 2022, j'ai amorcé un travail avec eux. Et c'était encore au temps de Bernard DeVos quand il finissait son mandat. Il reconnaissait, c'est le premier qui a reconnu cette problématique. Et donc, il a été prêt à amorcer un travail. il était bien, il a même fait une interview chez Keros qui lui a valu quelques retours de bâton. Pendant qu'il était encore en charge. Tout à Ah fait. voilà, voilà. Et donc on a créé un comité d'experts. L'objectif en fait c'était de pouvoir justement objectiver de manière scientifique les dysfonctionnements pour après ouvrir le dialogue avec les institutions concernées. Ce qui était plutôt assez intelligent sur le moyen et long terme pour amener à un moment donné un changement significatif. Et on a amorcé ça, on a fait notre première réunion fin 2022, et puis après il y a eu l'article de la RTBF qui m'a incendié, et après ça, ben, le nouveau DGDE s'est désolidarisé. Et donc à nouveau, c'est des années de travail foutues en l'air où il ne se passe plus rien à ce niveau-là. J'ai comme retour des maires bénéficiaires qui, quand ils envoient, continuent à envoyer leur dossier, etc. là-bas, il ne se passe plus rien. C'est mort. Et Donc ça en revient à ce que je disais au début par rapport aux attaques pour enlever les subsides. Dire, ces attaques qui font partie, dire, le retrait des subsides fait partie d'une manière de détruire l'autre qui pense autrement. Euh, Ça a des effets sur tout un travail qui avait été mené depuis des années. complètement, complètement. Et maintenant, en fait, qu'on se fait d'une certaine manière isolé, on n'a plus des leviers en fait pour travailler avec des institutions qui ont justement la légitimité d'amener des changements. Eh bien, aujourd'hui, notre dernière possibilité, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est d'attaquer l'État belge en fait. C'est de porter plainte contre l'État belge pour mise en danger d'enfants, pour les dysfonctionnements institutionnels qui bafouent les droits des enfants. Et donc on en est là. On est justement en train de parlementer avec certains avocats pour lancer ces mesures. Donc pour terminer, pour toi, la première chose à faire, ça serait de... Il n'y a plus qu'à porter plainte, mais si on avait une baguette magique, ça serait quoi? Recréer du dialogue entre tous, changer la manière dont ça fonctionne. Si Parce qu'on j'avais une... s'attaque toujours à un gros poisson, on se demande mais Ouais. par où commencer
Clairement, si j'avais une baguette magique, pour Ah, moi, en fait, dans chaque institution de prise en charge des enfants, il devrait y avoir parmi, par exemple, les délégués des SAJ-SPJ, sur l'équipe des 20 un délégués, référent. il devrait y avoir genre une équipe de 5 délégués qui sont spécialisés, qui ont des vraies connaissances en traumatologie. Et d'ailleurs, en plus, pour avoir des, des bonnes connaissances dans la problématique des violences sexuelles, il ne faut pas étudier des mois, hein. Il y a des formations courtes qui permettent d'avoir tout un panel d'informations qui permet déjà d'ouvrir des meilleures pistes quand on y est confronté. Donc il faudrait en fait des, des délégués, des intervenants psychosociaux qui sont formés dans cette problématique et qui devraient... Et qui ont dev- moins de dossiers, quoi. Donc il Exactement. faut de Il l'argent. devrait y avoir des financements pour financer toutes ces institutions, clairement. Ça, en fait, tout le monde peut comprendre ça. On prend n'importe quelle entreprise, on la sous-finance, il y aura des dysfonctionnements. Et ici, le problème, c'est qu'on parle d'enfants. Donc il y a un financement à avoir. Il y a un travail en parallèle sur le déni sociétal, parce que c'est un sujet qui est dur à entendre. Donc pour tous ceux qui nous regardent, bah, vous avez du courage et bravo, parce que c'est pas évident à Ouais, entendre ça. certains préfèrent se dire que ça n'existe pas. Ouais. Et donc il y a un travail de fond à ce niveau-là. Et après, de manière plus concrète, pour nous, pour Innocence en danger Belgique, nous, notre vision, c'est que il est possible, si on parvient en fait à gagner un seul procès, eh bien sur ce procès-là, il sera possible en fait de créer une jurisprudence et de forcer en fait les pratiques à évoluer. Et donc c'est vraiment, il y a vraiment une opportunité. Merci en tout cas, et on continuera à suivre ça de près. Ah Merci Valin bien, Urbain. merci beaucoup.